Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec vous, avec aujourd'hui Régis de Castelnau. Bonjour, vous êtes Bonjour, avocat, Valérie. votre blog c'est Vue du droit, vous venez de publier Une justice politique aux éditions de l'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Matteo Ghisalberti, bonjour, journaliste franco-italien, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Ça va en Italie, comment ça se passe? Ça va, un peu mieux. Jean-Philippe Dugoin-Clément, bonjour, vous êtes maire UDI de Mennecy et vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Bonjour. Merci à vous d'être là et on aura Sophie de Menton dans un instant qui a un petit peu de mal à se connecter visiblement ou qui, je ne sais pas, est à la montagne, donc c'est peut-être plus compliqué. On va parler évidemment des menus sans viande dans les cantines à Lyon. C'est temporaire, paraît-il. Est-ce qu'on en parle trop? Est-ce que c'est idéologique? Est-ce que faire cuire du poisson, c'est moins compliqué que du poulet? On va y revenir. Alpes-Maritimes, faut-il un confinement le week-end? Des mesures territorialisées vont peut-être être annoncées pendant même cette émission. Et puis Christophe Castaner qui ce week-end attaque l'opposition en disant que la REM, la République En Marche, est le seul parti à combattre le Rassemblement national. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va commencer avec le petit nouveau. C'est la première fois que vous participez à l'émission, Jean-Philippe Dugoin-Clément. C'est un coup de cœur ou un coup de gueule? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Alors, ravi pour le bisutage. Non, c'est la progression. On va se gêner. Non, mais j'y compte bien. Non, mais c'est plutôt voilà. C'est le sujet qui m'a interpellé. Non, voilà. j'avais tout simplement envie de vous parler de la maladie de l'encre. C'est quelque chose qu'on découvre aujourd'hui en France et particulièrement en Île-de-France. C'est une maladie qui est liée au réchauffement climatique, qui vient là encore d'Asie pour le coup, qui est présente dans le pays depuis le 19e siècle et qui depuis quelques années, du fait du réchauffement, s'étend et conduit à la mort des châtaigniers. En Île-de-France, alors le sud-ouest a déjà été largement touché. En Île-de-France, on estime aujourd'hui que c'est 30% des arbres qui sont malades. On ne sait pas soigner cette maladie, donc la seule chose qui est faisable, c'est des coupes pour essayer de limiter la pandémie. Et sur 250 000 hectares de forêt en Île-de-France, c'est 250 hectares de forêt publique. Je parle uniquement des forêts publiques qui vont devoir faire l'objet d'abattage de la part de l'ONF. C'est certaines forêts, comme sur Montmorency, où c'est 80% de la forêt qui est constituée de châtaigniers. Et donc, on est face à une problématique écologique majeure qui est directement liée au changement climatique. Oui. Et il faut savoir, j'en profite pour faire cet aparté, j'ai découvert ça récemment, que les arbres ne sont pas protégés. C'est-à-dire que n'importe quelle mairie ou département peut faire abattre des arbres, même des arbres magnifiques. Il n'y a aucune protection comme pour les monuments historiques. On peut, parce que je suis concernée, on veut abattre un cèdre magnifique devant chez moi et on m'a expliqué effectivement que voilà, c'est le maire et le préfet qui décident. On commence à pouvoir avoir des classements, d'une part sur les PLU des communes ou des intercommunalités, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des EBC, c'est-à-dire des espaces boisés classés avec effectivement le fait de noter dans le PLU, dans le document d'urbanisme, que tel secteur est remarquable et donc qui est protégé. Et puis il y a des opérations de classement. Sur la région Île-de-France, on a labellisé une centaine de points remarquables avec des arbres ou des allées ou des espaces forestiers remarquables. On va continuer à en labelliser. Après, ça ne donne pas une protection formelle, mais en tout cas, ça permet de labelliser. Et quand on labellise, c'est beaucoup plus dur de venir dessus, de venir y toucher. Alors moi, oui. Excusez-moi, Valérie, dans mon passé, j'ai pas mal bossé sur ces questions d'urbanisme. Le classement en espace boisé classé dans les PLU est un classement qui protège. Et alors pour faire évoluer ces classements, je pense que le maire de Mennecy le sait, c'est du boulot, parce qu'il y a un contrôle, d'abord parce qu'il y a des concertations, etc. Il y a un contrôle des populations qui est important, et un contrôle du juge après sur la façon dont on a fait évoluer les classements. Deuxièmement, il faut une autorisation d'abattage. Et là, évidemment, si elle est donnée, elle est municipale, à ce moment-là, il peut y avoir des recours du préfet et puis des recours de particuliers, d'associations, et les magistrats, ils sont assez sensibles. Je pense que malheureusement, ce qui se passe là, c'est terrible, parce que regardez ce qui est arrivé aux platanes du canal du Midi, platane au pluriel, je veux dire, seul l'abattage a permis de sauver, ou bien d'ailleurs à Paris, la place des Vosges.
Il a fallu abattre tous les arbres malades pour les remplacer par des tilleuls argentés qui heureusement poussent vite, mais c'est vraiment, ça c'est la mondialisation aussi, changement climatique mais mondialisation. En tout cas, on retient ce que vous avez dit, ces châtaigniers qui sont touchés par la maladie de l'encre et puis il y avait les buis aussi qui sont attaqués par la pyrale alors qu'ils existaient mais qui est victime d'une... Voilà, on va faire une émission... et les oliviers aussi. Et les oliviers, de défense des arbres et des végétaux, mais c'est vrai. On subit véritablement le changement climatique. Et ce qui est terrible, c'est que les gens qui voient des coupes franches pour essayer de protéger des arbres forêts, les gens qui voient des coupes franches, ne le savent pas pourquoi. Et il y a des phénomènes de dire mais ils sont fous, mais qu'est-ce que fait l'ONF? Pourquoi il y a des abattages? Alors que c'est la moins mauvaise des solutions. Mais d'ailleurs, il y a tout un secteur économique derrière aussi les châtaigniers, parce qu'il y a la production des châtaignes qui après sont utilisées dans différents... Peut-être pas en Ile-de-France, Non, pas en Ile-de-France, mais en France quand même. Je pense que c'est une maladie. Mathéo, revenons à nos moutons politiques. C'est pas moi qui l'a dit. Voilà, revenons à nos moutons. Oui, non. Alors, oui, j'ai un coup de... C'est une expression. Je ne stigmatise personne, ni les moutons, ni le gouvernement. Attention, il faut faire attention maintenant à ce qu'on dit. Mon coup de gueule, c'est pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a annoncé qu'une fois par mois, il débriefera les conseils des ministres sur YouTube dans une émission qui s'appelle Sans filtre. Et j'ai été un peu étonné de voir cette chose parce que je me suis dit, le porte-parole d'un gouvernement déjà normalement porte la parole. Donc s'il voulait parler sans filtre à des personnes qui lui posent des questions, même des questions qui fâchent, il n'aurait qu'à répondre aux questions des journalistes pendant les conférences de presse, par exemple. Ça serait déjà une grande chose. Mais là, on préfère aller voir le réseau, peut-être aussi parce qu'on considère que les jeunes pourraient voter pour nous et que les jeunes ne regardent pas la télé parce qu'ils sont un peu débiles, entre guillemets, parce qu'on a cette image des jeunes un peu j'extrémise un petit peu, mais je suis un peu navré pour les jeunes qui est déjà... Effectivement, il y a une offensive du gouvernement envers les jeunes. Vous avez peut-être vu Emmanuel Macron ce week-end qui a défié les duos de youtubeurs Carlito et McFly. Il leur a demandé de réaliser une vidéo sur l'application des gestes barrières. Écoutez, donc en fait ça c'est la réponse de McFly et Carlito. Je ne sais pas si vous les connaissiez, ces youtubeurs. Si vous avez des ados, oui, vous les connaissez. Mais alors ce matin je voyais sur une chaîne de télévision qu'en fait le clip a déjà été réalisé avant l'appel du président de la République parce qu'il y a de la neige, ils ont des bonnets et donc en fait ils les défient ce week-end, mais la vidéo a déjà été tournée. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger. Donc le président de la République a demandé à McFly et Carlito d'atteindre 10 millions de vues et ils seront récompensés par la possibilité de venir à l'Élysée. Donc effectivement, il y a une offensive pour s'attaquer aux jeunes. Pourquoi l'Élysée ne permet pas, par exemple, à toutes les chaînes d'infos de venir à l'Élysée? C'est leur travail. Enfin, le travail de journaliste, c'est le devoir de journaliste et même le droit, c'est de poser des questions. Alors, on sait parfaitement que le gouvernement a déjà pris des mesures un peu, pour limiter la liberté d'expression des journalistes. On peut penser ce qu'on veut aussi de certaines chaînes comme RT France, par exemple, mais qu'elle est toujours interdite d'accès à l'Élysée. Je me trompe peut-être, mais si on veut répondre, si on veut inviter des gens qui posent des questions, sans que les questions soient, établies auparavant, il suffit de répondre aux journalistes. Et les journalistes aussi ont le devoir justement de poser les bonnes questions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette offensive envers les jeunes, les réseaux sociaux, YouTube? Sophie de Menton est arrivée. Elle avait un petit problème de connexion. Peut-être que je vais vous demander à vous, qui êtes élu, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Non, je trouve ça un peu ridicule parce que déjà, les jeunes ne sont pas des idiots. Ils n'ont pas besoin d'avoir ça pour savoir quels sont les gestes barrières. Après, ils les respectent ou pas. Par contre, il y a une opération de communication de l'Élysée et d'Emmanuel Macron auprès d'un public cible. On n'est pas sur une communication pour les gestes barrières, mais pour le président de la République. Il faut juste arrêter de prendre les gens en général et les jeunes en particulier pour des idiots. Sophie, bonjour. Alors, oui, bonjour. Je suis désolée, j'ai un problème de connexion, mais
Certes, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, même quand ils le sont, parce que quand même sur les réseaux sociaux, il y en a un paquet. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un problème insoluble. Donc, bien sûr, on peut critiquer, etc. Moi, de toute façon, je suis pour qu'il y ait une véritable liberté d'expression. On pourrait commencer d'ailleurs qu'elle existe vraiment sur des chaînes info, alors que c'est vraiment de moins en moins le cas. Liberté de parole, liberté d'utiliser des mots, tribunaux dès qu'on dit quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Donc, si vous voulez, je ne sais pas. Je ne sais pas comment. C'est vraiment prendre le problème pour vider la mer avec une petite cuillère à soupe. Oui. Une petite cuillère. Régis de Castelnau, cette communication vers les YouTube, les jeunes. Écoutez, oui, de toute façon, la politique se réduit de plus en plus essentiellement à la communication. Donc, il ne faut pas en être surpris. Moi, je ne suis pas ennemi de la mise en place de cadres particuliers. Bon, effectivement, c'est du marketing. On fait de la segmentation de public. Hein, et d'ailleurs, on l'a bien vu avec les deux affaires croisées, dissolution de Génération Identitaire, j'en vais en dire un petit mot, et islamo-gauchisme. Hein, donc, on donne des gages aux uns aux autres. Concernant Gabriel Attal, alors, je vais faire du en même temps, je le trouve moins calamiteux que Sibeth Ndiaye. Il est même bon, il est bon. Je trouve qu'il ne se débrouille pas si mal, il est clair, etc. Mieux que son mari, hein, ces journées que j'ai vu à la télévision, qui est une calamité ambulante. En revanche, lui, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais et vouloir l'utiliser en direction des jeunes, même s'il est très propre sur lui, hein, je pense que c'est effectivement... on est en période préélectorale, il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, c'est ce que... On peut le tatouer, on peut essayer de le tatouer, de mettre une boule d'oreille. Enfin, effectivement, il est assez bon. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve après les infos pour parler donc de ces menus sans viande à Lyon, des Alpes-Maritimes peut-être confinés le week-end, et puis le tour de table que nous n'avons pas fini et qui va continuer de nous faire débattre bien évidemment sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Régis de Castelnau, avocat, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, et Jean-Philippe Ducoing-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France, en charge de tout ce qui est environnement et aménagement. C'est ça, c'est pour ça que vous nous avez peut-être parlé des arbres tout à l'heure. Régis de Castelnau, je précise le titre de votre livre qui vient tout juste de sortir, Une justice politique, aux éditions L'Artilleur. On va parler des menus sans viande à la cantine de Lyon. Pourquoi est-ce que Lyon a tant de mal à fournir des repas? Parce que la raison invoquée sont les contraintes sanitaires. Les Alpes-Maritimes vers un confinement le week-end, et La République en marche qui accuse l'opposition de ne pas combattre le Rassemblement national. On parlera de tous ces sujets. On continue notre tour de table. Sophie de Menton, vous êtes en vacances à la montagne? Absolument, j'ai la chance d'être à la montagne. Et alors, il y a évidemment, on plaint tous ces restaurateurs, tout ce personnel de montagne, mais il se passe quelque chose d'assez magique. C'est que l'usine à ski s'est arrêtée. Ouais. Et tout d'un coup, alors c'est extraordinaire, sur les pistes, vous avez des luges, des parents qui tirent des enfants, des chevaux qui tirent un traîneau, il y a une espèce de vie nouvelle, une activité incroyable, des gens heureux. Et vous retrouvez la montagne, mais avec un autre visage. Et tout d'un coup, vous réalisez que d'habitude, les mômes, on les met au cours de ski à 10h, on les reprend à midi, on les remet à 2h, on les reprend à 5h, que tout... Ça fait rire Régis. On vous entend plus, Sophie? Alors, on vous a perdu. Mais moi, j'ai vu des photos de la montagne qui sont absolument effarantes quand même. C'est-à-dire qu'on interdit les remontées mécaniques, mais on a des gens qui sont massés au pied des pistes, sur les tables de pique-nique, etc. etc. Donc, c'est vrai que sur la cohérence des mesures, comme il y a des stations comme j'ai vu des images à Courchevel où il y a des taxis qui font des navettes pour monter les gens. Ils sont d'ailleurs très écologiques. Oui, c'est très écologique. Ça, effectivement, de monter les gens en taxi pour qu'ils puissent descendre, ou alors, enfin, c'est invraisemblable ce qui se passe. C'est totalement invraisemblable. Alors, c'est deux problèmes. Il y a la réalité aussi de se dire, et c'est pas mon genre pourtant, que le développement à tout prix de la montagne pour faire des usines à ski avec les constructions, etc. Je me demande, ma fibre écolo se réveille, s'il n'y a pas tout d'un coup une prise de conscience, parce que la montagne, c'est aussi autre chose. Les gens sont
Oui. Enchanté. Oui. Mais alors là, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, les restaurants d'altitude, alors ils se sont déguisés en click and carry, c'est-à-dire qu'il y a Click and une collect. table, Ouais. click and collect, oui, il y a une table tous les 10 mètres, vous faites la queue pour prendre un petit truc, mais ça pose des questions. Franchement, la montagne aujourd'hui a un côté je veux pas être pessimiste, Sophie, mais j'ai peur que la montagne, telle que vous l'évoquiez, ne reprenne ses droits dès la reprise des montées mécaniques. Moi, c'est plus le décalage qu'il y a entre les mesures sanitaires et qui ne sont pas respectées finalement quand on voit des images de la montagne, donc l'aberration d'interdire les remontées mécaniques. On oublie toujours. C'est surtout les bennes. Surtout qu'on aurait pu en laisser certaines, des toutes petites en bas, etc. C'est ça, mais c'est ridicule. Je pense aussi qu'on n'a pas pris le pari de faire confiance, par exemple, au local. On aurait pu effectivement se dire que les résidents du département pouvaient aller skier. Et ils auraient pu au moins alimenter un petit peu l'économie locale. Discrimination. Voilà. Non, mais d'accord, mais si on voulait arrêter la propagation du virus et des variantes, peut-être on aurait dû prendre en considération l'hypothèse de faire des limitations régionales ou des grandes zones et permettre aux gens du coin, qui de toute façon avaient plus ou moins baigné dans le même virus, je voudrais dire, j'extrémise un petit peu, ils n'auraient pas diffusé, excessivement la propagation du virus. Oui, il n'y a pas que les nantis qui vont à la montagne. Je dis ça pour Marius qui nous écoute, qui insulte Sophie. Il n'y a pas que les nantis qui vont à la montagne. Il y a aussi des gens qui habitent sur place. Il y a des villages, il y a des tas de. C'est une économie entière. C'est une économie. Beaucoup d'agriculteurs qui sont profs de ski l'hiver et qui s'occupent de leur ferme. Mais je pense que nos auditeurs ne comprennent rien. Toujours Marius qui dit Sophie, on n'a rien à faire des mesures sanitaires. Ce qui compte, c'est qu'elle puisse faire du ski. Elle vient de dire l'exact inverse. Elle vient de dire l'exact contraire. Donc écoutez un petit peu ce qui se dit avant d'insulter les gens avec un a priori tout de suite. Sur ces remontées mécaniques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est très compliqué, c'est qu'on n'a pas toujours forcément de cohérence. On va parler des transports en commun, on va parler effectivement des images qu'on a pu voir ce week-end dans Paris ou dans les grandes villes, parce qu'il faisait beau, parce que les gens avaient envie de sortir et n'en peuvent plus, ont un ras-le-bol généralisé. Et c'est vrai que souvent, on a des décalages entre ce qui est annoncé et ce qu'on voit. C'est la même chose que pour les restaurants qui sont fermés, alors que les restaurants d'entreprise sont ouverts, les cantines sont ouvertes. On a un certain nombre de... On a un certain nombre de pick and collect qui continuent à fonctionner, qui ne sont pas toujours véritablement des pick and collect. On voit bien qu'il y a une difficulté d'apprécier ce que souvent on n'est pas en cohérence complète avec nous-mêmes. Oui, absolument. Régis, votre coup de gueule ? Alors, mon coup de gueule, c'est sur la question de la liberté d'expression, qui est une vraie et énorme question qui se pose absolument tous les jours. Alors, je ne vais pas revenir sur le projet de dissolution de Génération Identitaire, qui est un groupuscule relativement classique concernant cette extrême droite de jeunes. Simplement... J'ai fait une étude de la procédure et je pense que normalement Gérald Darmanin va avoir peut-être sur le plan juridique quelques soucis. Non, je voulais dire simplement qu'on a un énorme problème avec les grands opérateurs de réseaux sociaux, avec les GAFA, les big tech, qui sont mais véritablement dans une hubris extraordinaire. C'est-à-dire que pour ce qui concerne la France, on a eu un algorithme qui a été mis en place qui faisait la chasse au mot génération identitaire dans les publications. Et dès lors que vous publiez quelque chose, quitte à dire c'est formidable de les dissoudre, vous étiez effacé. Et deux personnes politiques qui ont pignon sur rue, qui sont élues, etc., ou qui l'ont été, Marion Maréchal et Jordan Bardella, qui ont pris la défense ou qui ont protesté contre la dissolution, ont été bannis des réseaux. Ils ont été restaurés après. Je rappelle que l'Australie, dans son ensemble,
a été coupée de Facebook parce qu'elle envisage une réglementation que M. Zuckerberg trouverait un peu abusive. Le droit d'auteur, donc, d'ailleurs. ils ont exactement question de droit d'auteur pour aider la presse, etc. Et tous les services de sécurité civile, de médecine, etc. ont été privés d'une possibilité d'expression qui leur était tout à fait utile. Ces gens-là sont devenus fous. Alors, moyennant quoi, résultat des courses, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et j'espère que c'est plutôt possible. Il y a 40 États américains qui disent « il y en a marre ». Et parmi les 40 États sur 50, il y a des démocrates qui disent « ça suffit ». Maintenant, cette superpuissance de M. Dorsey de Twitter, cette superpuissance de milliardaires qui ont été milliardaires en dollars à l'âge de 20 ans, ils ont des agoras qui sont des agoras publics et ils s'en servent comme d'une épicerie. Et ça, c'est tout à fait intolérable. D'ailleurs, je constate que la Pologne, ce qui est quand même un joli paradoxe, et la Russie, qu'on qualifie de démocratie illibérale, prennent des lois sévères pour préserver la liberté d'expression dès lors qu'elle est violée par ces organismes. Non, je pense qu'il faut qu'on réagisse. Anne-Sophie Chazot, dans son livre que je recommande, qui est Liberté d'expression, qui montre les formes modernes de la censure, l'a parfaitement établi. Il faut qu'on réagisse contre cette puissance donnée à des organismes privés de nous couper la parole. Oui, mais comment? Oui, mais alors, pardonnez-moi, par exemple, Régis, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un Finkelstraut sur une chaîne de télévision qu'on vire à la seconde, et je dis lui, mais c'est la même chose. D'autres chaînes, oui, mais là, c'est la décision de qui? Parce que il ne s'agit pas uniquement d'ailleurs de cette chaîne de télévision, il y en a d'autres, mais maintenant, il y a une censure, nous nous sommes appropriés cette censure, et c'est beaucoup plus grave. Non, c'est la même chose, c'est la même. Ce sont toutes ces formes. Il y a l'autocensure qui joue aussi. Il y a le djihad judiciaire qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand vous regardez la liste des associations qui peuvent venir, et dès que vous dites un mot, regardez Natacha Polony, qui a émis des réserves sur la présentation du génocide rwandais, et qui est poursuivie par une dizaine d'associations, qui est traînée dans la boue, etc. Ça suffit. Cette liberté d'expression, c'est notre bien à tous. Et aujourd'hui, vous avez raison. Sur les décisions qui ont été prises dans ces chaînes d'infos, etc. Mais regardez, moi je me suis accroché l'autre jour ici avec un représentant de Génération, le truc de Benoît Hamon, qui trouvait formidable le fameux amendement qui visait à couper la parole à Éric Zemmour. Enfin, oui, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ces comportements? Ce qui est absolument dingue, et moi je vais rebondir sur ce que vous dites, que je partage intégralement, on a eu pendant tout le XXe siècle une croissance de la liberté d'expression, de la liberté de penser, tout courant politique confondus. Et là, on est dans un monde orwellien où, depuis le début du XXIe siècle, on est dans un champ lexical de la pensée qui se restreint de manière systématique et qu'on n'arrive pas à enrayer. Et on a un véritable problème parce que vous parliez effectivement de passage dans les médias qui existaient déjà avant, mais on a un véritable problème sur les GAFA. Parce que les GAFA, aujourd'hui, on accepte de la part de ce qu'est le capitalisme absolu, ce qui est les derniers grands moments, les derniers grands éléments du capitalisme mondialisé, des interdictions de s'exprimer qu'on n'accepterait de la part d'aucun État. Un État aujourd'hui, quel qu'il soit, que ce soit la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, interdit quelqu'un de s'exprimer, interdit à un homme politique, à un président de la République de pouvoir s'exprimer, nous crierions tous au scandale. Quand c'est Facebook ou Twitter qui le font, on l'accepte. Et je crois qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet. On doit ramener de la puissance publique par rapport aux GAFA pour protéger la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Allez, on va marquer une pause. Je veux juste préciser à Cédric qui, lui, n'a pas compris ce que je disais, que je n'ai pas stigmatisé les gens qui partaient à la montagne. Bien au contraire, j'ai défendu les gens qui partaient à la campagne. Donc, ils m'accusent d'être parti en Espagne à Noël. Vous ne connaissez pas ma vie, ma famille, savoir pourquoi j'étais en Espagne. Et je ne donne pas de leçons. Je dis simplement, je répondais à un auditeur qui accusait Sophie d'être une nantie, justement que les nantis, il n'y a pas que des nantis à la montagne, qu'on a le droit d'aller à la montagne, qu'il n'y a pas que des gens riches qui vont à la montagne. Donc je ne fais pas de leçons. Même s'il y avait... Non mais alors attendez, c'est beaucoup plus grave que ça, Valérie, parce que c'est quoi cette haine? D'abord, finalement, je suis une nantie, vous avez raison. Je veux dire, il faut être conscient de ce qu'on est. Il y a des gens infiniment moins nantis que moi. Et qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, moi je veux bien, vous voulez me guillotiner, ok. Mais ça veut dire quoi cette haine? De haine de ceux qui sont partis, qui vont... Enfin, non mais c'est grave ça. Allez, merci. On se retrouve dans un tout petit instant. On va parler des repas à la cantine de Lyon. Plus de viande. À tout de suite.
avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va revenir sur cette décision donc de la mairie de Lyon de ne plus servir de repas avec de la viande, un menu unique sans viande. La municipalité explique la mise en place de cette mesure par la nécessité de respecter, à la demande de l'Éducation nationale, une distanciation de 2 mètres entre les enfants à la cantine, ce qui revient à faire manger moins d'élèves en même temps, et donc ça vise à fluidifier le service. Je rappelle que le maire de Lyon est un maire écologiste. C'est vrai que Gérard Collomb avait lui-même proposé un menu unique sans viande lors du premier confinement. Ça n'avait pas fait polémique et c'est vrai qu'on y voit une certaine idéologie derrière. D'ailleurs, ce matin, Sandrine Rousseau, c'est une auditrice, Nathalie, qui m'envoie ça. Sandrine Rousseau sur BFM vient de confirmer que supprimer la viande dans les repas de cantine, c'est pour pallier au dérèglement climatique et que les enfants souffrent d'obésité parce qu'ils mangent de la viande. Voilà ce qu'elle a déclaré. Donc ça va être compliqué pour eux de justifier cette décision-là. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Allez. Peut-être vous qui êtes en charge justement de l'environnement et de l'écologie. C'est vraiment du grand n'importe quoi. On est dans un pays, encore une fois, on ne donne plus la liberté aux gens de choisir. Qu'on propose des menus végétariens, c'est très bien. Qu'on ne propose que ça et qu'on impose du végétarien à ceux qui souhaitent une autre alimentation, c'est juste inacceptable. Là-dessus, on voit bien la mouvance idéologique qui incite à imposer du végétarisme ou du véganisme qui n'est pas acceptable, qui s'assoit complètement sur une filière économique, agricole, bovine, française, où au contraire on devrait plutôt être sur une logique d'essayer de travailler sur des circuits de proximité, de travailler sur de la qualité, de travailler avec les élevages. Et vraiment, c'est des gens ont voté écolo en pensant avoir des verts et en fait ils ont des extrémistes qui sont au pouvoir. Et puis ce que je trouve particulièrement choquant, c'est la raison qui est donnée à ça. On nous explique que c'est la Covid qui imposerait du fait des normes. C'est faux. Toutes les mairies, moi je suis maire d'une ville de 15 000 habitants, à Mennecy, on maintient des repas au choix en fonction de ce que veulent les élèves. Alors, ce qui est vrai, pour pouvoir maintenir des repas au choix, ça nécessite, pour respecter les protocoles, de mettre un peu plus de personnel. Ça nécessite de se compliquer la vie, ça coûte un petit peu plus cher. Donc, ce que fait la mairie de Lyon, c'est non seulement un acte militant, un acte idéologique en se servant de la Covid, mais c'est également des économies sur le dos des enfants. Moi, je rappelle quand même juste que pour beaucoup d'enfants, le seul repas complet, équilibré, c'est celui qui est donné à la cantine. On ne parle pas de grands adolescents au lycée, on parle d'enfants qui ont entre 4 à 10, 11 ans, c'est-à-dire qui ont un besoin aussi d'une alimentation complète. Alors c'est vrai aussi qu'on peut dire qu'il y a des protéines végétales, mais je suis évidemment totalement pour qu'il y ait une alimentation diversifiée, j'ai envie de mettre normale entre guillemets. Alors, souvenons-nous quand même qu'il y avait du poisson à la cantine le vendredi quand j'étais petite, parce que on faisait maigre, entre guillemets, c'était la religion dominante, culturelle, j'ai presque envie de dire, française. Donc, il y a toujours eu ce petit problème un problème qui n'en est pas un, en tout cas d'alimentation aussi, de respecter les religions et les idéologies. Aujourd'hui, c'est devenu fou, parce qu'il y a tout qui s'entrechoque. Il y a le halal, il y a le végétarien, c'est complètement fou. Et ceux qui ne veulent pas manger de porc aussi, ça a été évoqué par le maire de Lyon, qui a dit c'est compliqué à gérer, donc c'est plus simple de supprimer la viande à tout le monde. Alors cela dit, ce qui est dramatique, c'est que les écologistes sont en train de dégoûter la terre entière de l'écologie. Je suis une écologiste, fondamentalement, mais je n'en peux plus des Verts et de leur théorie. Je veux dire, de plus en plus, j'ai envie de participer à ça, de suivre l'évolution du monde, de la planète, j'en ai envie. On me dégoûte tous les jours des Verts. C'est quand même extraordinaire d'être contre-productif à ce point-là. Et quant au menu de la cantine, on peut imaginer qu'étant dispensé, il y ait, si c'est écrit, un menu unique pendant le temps que dure l'épidémie, 1 mois ou 2, j'en sais rien. Mais la bêtise ambiante, c'est ça qui est embêtant, l'absence de bon sens et la bêtise. Alors, un message d'Anne-Sophie Chazot, que vous avez cité, Régis de Castelnau, qui vous remercie d'avoir cité son livre. Elle est lyonnaise et elle dit la mairie lyonnaise n'a cessé de prendre des mesures idéologiques, propos stupides sur le Tour de France, interdiction du survol par la patrie de France, écriture inclusive, qui va certainement améliorer l'écologie. Bref, ces gens sont ineptes. Espérons que les électeurs lyonnais réfléchissent à 2 fois avant de voter aux prochaines élections. Surtout, elle a raison de le dire, dans la capitale de la gastronomie qui
qu'est Lyon, tout à fait. Et les sapins, c'était où les sapins de Noël qu'on nous a supprimés? Non, c'était à Bordeaux. C'est à Bordeaux, mais c'était un autre maire écolo. Mais c'est vrai que pourquoi Lyon? Pourquoi les autres villes n'ont pas de mal à assurer ces repas équilibrés, Matteo Ghisalberti? Peut-être parce qu'on fait aussi de la politique électorale de la part de l'administration actuelle de Lyon, parce qu'effectivement, si on enlève la viande, on n'a plus de problème de manger de la viande de porc, de la viande d'agneau, de la viande de poulet, ou etc. Mais c'est un droit de manger de la viande et c'est un droit aussi de la vendre. Moi, je pense aussi à tous les bouchers qui sont de plus en plus attaqués par des groupes d'extrémistes qui n'auraient pas de droit d'attaquer dans un pays démocratique des commerces et qui les dévastent. Et ces commerces sont mis à mal par idéologie. Et je pense aussi justement à tous ceux qui vit avec cette économie et qui d'ailleurs font de l'élevage des animaux de façon très correcte, pas avec des industries comme on pouvait voir en Allemagne, par exemple les fermes à lait ou des choses comme ça. On est en train de discriminer et de se tirer une balle dans les pieds parce qu'en France, malgré tout, il y a des gens qui ont fait les choses bien et qui les font bien depuis des siècles. Parce que si on mange du bon fromage et de la bonne viande française, c'est parce qu'ici, on a su faire... C'est ce que disait Jean-Philippe Dugoin-Clément. C'est-à-dire, pourquoi ne pas travailler sur la qualité? Mais c'est ça. Parce que c'est vrai que la viande à la cantine, c'est assez dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Et à l'hôpital aussi. Mais le poisson aussi, quand il flotte dans la flotte, c'est pas bon. C'est vrai qu'il y a aussi un problème, effectivement, d'alimentation pour tout un tas d'enfants qui n'ont pas les moyens dont les parents n'ont pas les moyens de leur offrir un repas avec de la viande. Après, peut-être c'est pas de la viande de super qualité, mais il faudrait quand même effectivement investir dans le local, dans la viande de qualité, dans le fromage aussi d'ailleurs de qualité. Vous savez combien coûte un menu à la cantine, un repas à la cantine? C'est pas loin de c'est 2 €, non? C'est ça? Oui, mais globalement. Ça dépend vraiment. Le coût moyen pour une commune, ça va être entre 2,50 € à 3,50 € hors taxe, selon les grammages, selon ce qui est demandé. Ensuite, le coût facturé à la famille, ça va d'une quasi-gratuité à 6-7 € en fonction des communes, des quotients familiaux qui sont appliqués. Il faut... Régis, moi, je voudrais dire 2 choses. Effectivement, d'abord, moi j'ai des bons souvenirs de la cantine, des bons souvenirs du Resto U. Je voudrais rappeler qu'il y a dans cette démarche quelque chose de profondément déplaisant. 2 choses déplaisantes. La première chose, c'est que effectivement, dans cette période actuelle, pour les enfants, c'est souvent le seul repas équilibré de la journée qu'ils prennent à la cantine. Et cette façon désinvolte de se comporter et de traiter ce problème, moi, me déplaît profondément. Deuxièmement, j'entendais ce matin, par hasard, une représentante de l'REM, j'étais d'accord avec elle, je me suis demandé si je n'étais pas tombé malade, parce qu'elle pointait l'idéologie et l'obscurantisme de ces approches très souvent. Parce que faut pas qu'on nous raconte d'histoire. C'est pas pour le Covid, les distanciations. C'est parce que idéologiquement, c'est un électorat. Il y a des effets de mode qui pensent que le végétarisme, le végétalisme, le véganisme sont des choses qui sont bonnes pour l'humanité, qu'il faut arrêter, il faut pas toucher aux animaux, il va falloir éduquer les lions pour qu'ils arrêtent de manger les antilopes, etc. Enfin, quand vous allez lire sur les sites ce qu'ils racontent, c'est assez atroce, quoi. C'est hallucinant de voir discuter avec un végétarien. Il va vous dire, mais pas du tout, l'homme doit manger des racines, alors que l'homme, s'il a pu évoluer et devenir ce qu'il est, c'est pour 2 raisons. D'abord, c'est le feu qui lui a permis la cuisson, et deuxièmement, l'alimentation carnée. Enfin, je veux dire, ce sont des besoins. Alors, moi, que ces gens-là aient tant de pouvoir, moi, ça m'apparaît fou. Alors, c'est pas végétalien. Ce qu'ils proposent, c'est avec du poisson et des œufs, donc il n'y a pas de... Du fromage, et du fromage, donc il y a toujours cette part... Les poissons, les mers. De bons menus végétariens, je suis preneur. Il y a une façon de préparer les légumes, c'est formidable. Non, je suis d'accord. Non, là, c'est qu'on impose, on sait très bien. Et la remarque que vous avez fait de l'articulation avec ce service de menu végétarien et le réchauffement planétaire montre bien la dimension idéologique. Puis, Valérie, vous allez m'autoriser un point Goodwin. Vous allez m'autoriser un point Goodwin. Je rappelle qu'Adolf Hitler était végétarien. Bon, non, mais j'aurais pas
dû, hein, je sais bien. Mais... Voilà, ça conclut notre débat. Attention, il peut aller devant un tribunal pour ça. Oui, non, ça va. Non. Mais de toute façon, je plaiderai ma cause. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, on continue à débattre sur Sud Radio avec vous, 0826 300 300. Si cela vous inspire, on va parler également du confinement le week-end à Nice qui semble peut-être se profiler. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Régis de Castelnau, avocat, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mency et vice-président de la région Île-de-France. Et c'est vrai que ce débat vous anime beaucoup sur les réseaux. Alors, on verra si ce menu unique va perdurer. En tout cas, le ministre, c'est le ministre de l'Intérieur qui a saisi le préfet. Le maire de Lyon dit que c'est temporaire. Donc, on verra si cette mesure... on peut interdire au maire ce type de décision ? C'est extrêmement compliqué. L'État peut mettre un peu de pression, mais concrètement, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Il faut savoir que la cantine n'est pas un service obligatoire. C'est-à-dire les communes assurent la cantine, c'est pas une compétence obligatoire. Demain, un maire qui dit « je n'assure plus la cantine », personne ne peut l'obliger à le faire. D'accord. Ouais. Alpes-Maritimes, alors, vers un nouveau confinement le week-end. Les autorités des Alpes-Maritimes doivent l'annoncer. Des restrictions locales sont envisagées pour Nice, pour le département. Le Covid y est 4 fois plus important dans cette région. Donc l'idée, ce serait de confiner les 2 prochains week-ends. Est-ce qu'il ne faudrait pas confiner tout de suite si la situation est dramatique? Je vois que ce matin, il y a des réactions également je crois que c'est l'OMS qui s'interroge sur le fait qu'on n'ait pas fait du zéro Covid partout. Donc, est-ce qu'il faut territorialiser? On commence toujours, comme on a un élu, on va commencer avec vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément. C'est le bizutage, Jean-Philippe. Non, mais ça tombe sur des sujets... C'est extrêmement compliqué quand on n'est pas sur place. Moi, par principe, je considère que le confinement, c'est la pire des bonnes solutions. C'est vraiment ce qui reste quand tout a échoué et qu'on n'a pas d'autre solution. Donc déjà, c'est un constat d'échec en lui-même. Ensuite, je pense que le confinement, quand on voit le poids économique, le poids sociologique, le poids psychologique et psychiatrique pour les gens et les plus fragiles notamment, si ça doit être fait, ça ne peut être que territorialisé et être fait en accord avec les élus locaux. Si visiblement il y a un accord entre l'État et les élus locaux, qui est un accord large et toutes tendances politiques confondues pour le faire, très bien. Mais le problème de fond, on ne va pas vivre pendant encore 10 ans avec des confinements. Donc comment est-ce qu'on augmente notre capacité vaccinale? Comment est-ce qu'on augmente notre capacité à tester massivement sur certains secteurs pour pouvoir mettre en sécurité? Comment est-ce qu'on adapte notre système pour pouvoir vivre durablement avec une pandémie dont rien ne dit qu'elle s'achèvera cet été avec la montée en charge du vaccin? Alors oui, Sophie. c'est vrai, mais vous avez parlé, Valérie, du zéro Covid. Le zéro Covid, on a vraiment une lacune incroyable, car la traçabilité n'existe pas. On n'est pas capable d'isoler, on ne contrôle pas les gens qui doivent vraiment être isolés lorsqu'ils sont contaminés. Donc ça, on a été incapable de le mettre en place, on en parle, ça n'existe pas. Ensuite de ça, je pense qu'ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. C'est peut-être pas idiot d'essayer de confiner le week-end parce que dans le midi, il fait très beau. C'est le moment où tout le monde sort. Je pense qu'il faut aussi il faut essayer de faire quelque chose quand même, avec le moins possible. Je suis entièrement d'accord. Moins on est confiné, mieux ça vaut. Mais je voulais vous donner également un autre exemple qui m'a stupéfaite. Je suis donc à la montagne puisque je suis nantie. J'ai voulu aller me faire tester avec, vous savez, on vous pique le doigt, un sérum pour voir si vous avez des anticorps pour une raison particulière. Et je suis allée dans les pharmacies locales et on m'a dit, mais madame, on peut absolument pas le faire, on a 0 produit pour tester ces anticorps. Je dis, enfin, c'est pas possible, on peut le faire dans n'importe quelle pharmacie à Paris, etc., etc. On m'a dit, ah, non, on n'a rien, on téléphone partout, on est démunis. Et on ne se rend pas compte à quel point, d'abord, il y a une différence souvent entre les grandes villes et effectivement la France profonde ou pas.
C'est des boîtes privées ici qui ont mis en place les tests antigéniques parce qu'on n'avait pas été capable de le faire. Donc, il y a encore une disparité des territoires qui est absolument énorme. Alors, pour répondre en tout cas à la question précise du midi, je pense que c'est peut-être pas idiot d'essayer de limiter un peu l'exubérance du week-end, mais j'en sais rien. Oui, j'analyse un petit peu les choses qui se passent dans les deux. C'est pas très loin de l'Italie. Ça n'est pas très loin de l'Italie et surtout, c'est pas très loin de Monaco où tout est ouvert. J'ai une pensée pour les monégasques, entre guillemets, dans le sens que... Oui, mais c'est facile, hein, ça. Pardon ? C'est facile. À Monaco, elle a une population très restreinte. Non, oui, mais d'accord, mais il y a 30 000, 50 000 personnes, je ne sais pas, qui habitent à Monaco et c'est une petite métropole, entre guillemets, qui sera enfermée malgré elle, entre guillemets, parce qu'elle est complètement entourée par les Alpes-Maritimes. Non, ce que je pense, c'est que personnellement, j'ai tendance à penser que les confinements locaux, effectivement, sont le pire des bonnes solutions qu'on disait tout à l'heure, mais s'ils peuvent stopper la propagation d'un virus ou de ses variantes, il faudrait le faire tout de suite. Et il ne faudrait pas avoir l'amande qui tremble, comme on avait fait l'année passée avec, par exemple, l'Oise, de mémoire. On disait que c'était confiné, mais ce n'était pas vrai parce qu'il y avait les trains qui allaient et venaient de Saint-Lazare sans problème. Donc, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours un peu le problème ici en France, parce que quand on dit on va faire des contrôles, on va faire des fermetures, il y a toujours la crainte des réactions. Excusez-moi, si on se met d'accord tous ensemble parce qu'on en a marre de rester confinés ou d'avoir les couvre-feux, mais pourquoi ça serait impossible de contrôler, par exemple, les allées et les venues d'une région, d'un département. C'est pas si... Enfin, naturellement, on ne peut pas bloquer C'est compliqué, je suis d'accord. Mais on a vu qu'on l'a fait aussi dans d'autres pays. Dans des Länder allemands qui étaient vraiment avec des contrôles très forts. En Italie aussi, on l'a fait sur certaines communes ou sur certaines régions. D'ailleurs, l'Italie peut-être... C'est ce qui a été fait en Chine aussi. On a complètement confiné. C'est différent. C'est pas démocratique. Non, on pouvait bouger. Naturellement, il y a les personnes, les frontaliers, des gens comme ça qui peuvent bouger. Mais il faut aussi se donner les moyens, ou bien, effectivement, pouvoir tester, vacciner et isoler aussi les personnes. Oui. Mais là, à Nice, la situation semble être assez critique. Régis de Castelnau. Alors, moi, d'abord, je suis très embêté parce que depuis un an, c'est très difficile. C'est un événement considérable qui nous est tombé dessus sur toute la planète. C'est très difficile de savoir ce qui se passe. Bon, moi, j'ai tendance à chercher le plus possible et je trouve que tout le monde dit tout et le contraire de tout et me convainc à chaque fois. Ceux qui sont fans des courbes, etc. J'écoute Raoul, je trouve que ce qu'il dit est frappé au coin du bon sens. Puis après, j'écoute un critique et je me dis, ah ben oui, mais il a raison. Donc, je veux être vraiment très prudent, très circonspect. C'est très lâche, je suis d'accord. Bon, non, c'est un problème d'intelligence. Ah, merci, Sophie. Donc, non, ce que je veux dire simplement, c'est que je rappelle quand même que c'est un arbitrage politique qui doit être rendu. Il y a un arbitrage à faire entre la sécurité sanitaire et l'acceptabilité politique, économique de la mesure. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très difficile. Et je constate que le problème pour la région niçoise, et Mathéo vient de le dire encore, que prendre la décision pour cette région-là, ça va impacter Monaco, c'est pas rien, ça va impacter l'Italie, etc. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que à partir du moment où on fait des adaptations locales, si j'ai bien compris, c'est le taux d'incidence plus la surcharge des services hospitaliers, qui sont deux bons critères, le taux d'incidence qui est trop élevé dans les Alpes-Maritimes. Le taux d'incidence, il est 3, 4, 5 fois moins en Bretagne, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi de relâcher sur la Bretagne, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Il y a les mesures à caractère général qui ont été prises ont été à chaque fois brutales. Et par conséquent, cette souplesse et cette adaptabilité seraient peut-être à utiliser, et ce d'autant que je rappelle que c'est au politique de trancher. Et il doit arbitrer entre deux mots. Il doit arbitrer entre deux solutions qui, de toute façon, seront dures.
Mais pourquoi ne parle-t-il pas comme ça? C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas d'explication intelligente, rationnelle, en disant, écoutez, voilà, c'est difficile, on est obligé d'essayer de tenter une solution en essayant d'isoler telle région. En revanche, il est évident, là, quand je vois sur les plages de Normandie des énormes panneaux avec masque obligatoire, il y a un vent à décorner les bœufs, il y a 3 personnes sur la plage. Je veux dire, comment voulez-vous après que les gens écoutent et respectent les choses? Attention, parce que Sophie... Bah oui, mais on est obligé, on ne peut pas avoir se dire parce que vous êtes sur la plage, là il y a du vent, donc vous pouvez. Moi j'ai vu des images de Cabourg à la télévision où il y avait des centaines de gens sur la plage, donc vous n'allez pas dire bon il y a du vent, vous pouvez retirer votre masque, mais là il n'y en a pas, vous ne le retirez pas, c'est vachement compliqué. Oui, mais alors il y a un moment, si on doit vivre effectivement pendant des années avec un virus, et j'ai peur qu'il y en ait peut-être pour 2 ou 3 ans, il y a un moment où il va falloir expliquer tous les jours aux gens ce qu'il en est. Moi j'étais l'autre jour d'ailleurs sur un plateau avec un infectiologue qui expliquait que c'était une bêtise absolue et que personne n'avait jamais dit qu'il fallait vraiment un masque en plein air, sauf certaines circonstances. Donc si on revient là-dessus, je suis exactement comme Régis, moi je crois ce qu'on me dit à chaque fois, parce que c'est des gens à peu près compétents, ça me paraît, je fais marcher mon bon sens au maximum, et il y a un moment, quand vous êtes sur la plage et qu'il n'y a personne, eh ben, je ne mets pas mon masque. Et donc je crois qu'il va falloir éduquer les gens, il pourrait y avoir des vraies discussions. Au lieu de ça, si on le confie aux politiques, Valérie, on est en campagne électorale. Le masque est devenu un objet de campagne électorale, la protection, il le sera encore etc. plus, de plus en plus. Oui, il le sera de plus en plus, oui. Il faut empêcher ça. Alors, Jean-Philippe Dugois-Clément. Juste sur la question des indicateurs, il faut savoir que pour une commune, le fait de mettre des centaines de panneaux, c'est une logistique, et y compris si ça se justifie quelques jours, vous ne les réenlevez pas pour les remettre le week-end d'après. Donc ça, c'est vraiment une question purement matérielle, logistique, d'adaptation ou de capacité des communes à faire. Non, moi, ce qui me surprend quand même beaucoup plus là-dessus, c'est ce qui décide ou non d'un facteur confinement. Il y a 3 facteurs qui sont retenus. Il y a le taux d'incidence, dont on parle beaucoup, qui est à plus de 700 dans les Alpes-Maritimes. En Ile-de-France, on tourne entre 220 à 240 depuis le début de l'année. Donc effectivement, on est 3 fois plus élevé qu'en Ile-de-France, alors qu'on est élevé. Et il y a un deuxième facteur qui est le pourcentage de charge sur les réanimations. Et moi, ce qui me stupéfait complètement, c'est ça fait 1 an maintenant. Le premier confinement, c'était le 17 mars dernier. On a eu un Ségur de la santé. On n'a pas réarmé notre système hospitalier. On n'a pas renforcé notre système hospitalier. Comme on n'a pas augmenté nos capacités hospitalières, forcément, on arrive sur des taux qui ne sont plus supportables pour l'hôpital, et donc on paye aujourd'hui notre propre incurie. Quand on voit l'argent qu'on a mis sur le chômage partiel, quand on voit l'argent qu'on investit dans des PGE qui ne seront jamais remboursés et que l'État va devoir assumer en bout de course, est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt à faire un effort colossal sur notre système de santé? Je pense mais il faut des entreprises pour financer le système de santé. Donc il fallait aussi quand même, on a été trop généreux peut-être parfois, mais on a quand même été assez bon pour notre économie. Mais on a eu raison de le faire, mais on aurait dû mettre dans le système de santé mécaniquement, si on veut sortir. Absolument, vous avez raison. Mais rien que pour les couacs qu'il y a eu pour le test, pour aussi les masques et les vaccins, mais surtout pour les tests. Pourquoi ne pas investir plutôt dans la formation de tout un tas de personnes qui pouvaient être payées aussi pour effectuer des tests, ou au moins faire l'activité de support pour ce type de campagne. Et évidemment aussi pour les vaccins. Naturellement, pas tout le monde a les compétences pour injecter un vaccin dans une personne, mais il y a tout derrière, tout un tas de travail à faire. Mais même en amont, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Plutôt que payer pour donner des chèques, à fond perdu, on aurait pu d'ailleurs investir dans la solidarité entre les personnes, parce qu'elle est très forte malgré tout, et de toute façon il y a une solidarité qui se remarque aussi dans les réponses qu'on peut entendre dans les médias aussi des Niçois. Enfin, ce matin encore, j'entendais plusieurs personnes interviewées par nos confrères de telle ou telle chaîne info. Ils étaient, prête à supporter aussi ce sacrifice s'il fallait vraiment le faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui portent le masque comme ça et ils n'ont pas encore compris après 1 an que ça ne sert à rien de le porter sous le nez, mais il y a en même temps beaucoup de gens qui font des sacrifices et il faut les reconnaître. Il faudrait redire une chose, parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant sur l'aberration quand même des tests en particulier. Le test salivaire qui va sortir, qui est prêt depuis longtemps, puisque nous, au Synthétique, on a été voir des laboratoires, etc. Ce test salivaire, sous la pression du lobby
comment on appelle, des laboratoires, fait qu'il devra passer et le résultat sera fait par un laboratoire. Moi, j'ai vu effectivement les entreprises qui avaient mis au point ce test salivaire, ça peut être diagnostiqué dans l'entreprise. Oui. Eh bien non, le lobby des laboratoires fait qu'il faudra 24 heures pour un test salivaire et envoyé dans des laboratoires. C'est une aberration. Allez, on marque une pause et on continue tout de suite après. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour débattre et commenter l'actualité avec Régis de Castelnau, qui est avocat. Son blog, c'est Vue du droit. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien. Et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Donc on va voir si les Alpes-Maritimes seront reconfinées pour le week-end. Est-ce que ce sera tenable? Est-ce que ce sera efficace? On a l'impression quand même que le gouvernement navigue à vue et pour cause. On a plusieurs auditeurs qui nous disent, dont Sacha qui travaille dans une maison de retraite, je crois, et qui nous dit il y a des patients qui étaient là depuis très longtemps, enfin des pensionnaires qui étaient là depuis très longtemps, qui ont attrapé le Covid, certains de 90 ans avec des comorbidités qui n'ont pas été malades. Donc c'est vrai qu'on a du mal quand même à comprendre ce virus. Tout à l'heure, on a évoqué les Covid longs également. Il n'y a pas que les morts, il y a des jeunes qui aujourd'hui ont des Covid qui durent depuis 10 mois, depuis le mois de mars dernier. Donc c'est vrai que c'est pas non plus à la décharge du gouvernement toujours facile de prendre des décisions. Emmanuel Macron a visiblement décidé de parier, j'aime pas tellement le mot, mais sur un non-reconfinement. On verra ce que ça a plutôt marché, effectivement. Comment dire, on a pu quand même être plus libre parce que ça aurait été très difficile pour la psychologie des Français de supporter encore un confinement tout de suite. Mais c'est vrai que si on regarde autour, on a fait des choix autour de la France. On a fait des choix plus orientés au zéro Covid ou à quelque chose qui ressemblait. Non, pas trop, zéro Covid. En Allemagne, enfin, pas. Oui, mais c'est vrai qu'on est parmi les pays avec les mesures les plus strictes. Oui. Oui. Non, ça fait quand même un an qu'on demande des efforts extrêmement importants aux Français. Ce qui est très compliqué, mais objectivement, qui que ce soit aujourd'hui au gouvernement, c'est d'une complexité absolument folle entre les questions sanitaires, les questions économiques, d'essayer de trouver une ligne de crête et un équilibre. Mais on est quand même aujourd'hui sur une population qui est mentalement épuisée. On le sent, il y a une nervosité, une agressivité de la part d'énormément de gens qui est forte. On voit des gens qui sont complètement cabanisés, qui sont en état dépressif. Et aujourd'hui, je crois, ce qui serait important, c'est d'arriver à donner une ligne d'horizon. Dire qu'on a 6 mois, un an de sa vie, entre parenthèses, tout le monde peut le comprendre. Voilà. N'importe quel étudiant qui fait des études le sait. Pendant une période de sa vie, il se met beaucoup de choses entre parenthèses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement de cap ou de chemin. Ça fait un an qu'on vit vraiment à la journée, dans le sens qu'on s'attend aussi des gouvernements de prendre des décisions et de nous aider effectivement à voir un peu plus loin, pouvoir se projeter. On aurait été bon sur le vaccin, on n'en serait pas là non plus. Oui, parce qu'il y a quand même des pays où le vaccin avance. Mais on a été mauvais sur le vaccin, on a été mauvais sur les masques, on est mauvais sur les tests. Globalement, on se rend compte qu'on a été mauvais sur les applications de géolocalisation du Covid, on a été mauvais sur l'isolement. Objectivement, on n'a pas été des champions. Mais c'est vrai que les choix à faire en ce moment sont d'une complexité folle. Allez, je voudrais qu'on parle quand même de qu'on revienne sur on était dans de la politique de toute façon, sur les propos de Christophe Castaner ce week-end, qui a accusé la gauche et la droite d'épargner le Rassemblement national. C'est une tribune publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale reproche aux oppositions de focaliser les attaques sur La République En Marche et non pas sur le Rassemblement national. Donc la campagne présidentielle est lancée. On peut s'interroger sur le fait que c'est plutôt Emmanuel Macron qui semble installer ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Régis de Castelnau. Enfin, écoutez, c'est grotesque. Enfin, il va y avoir une élection présidentielle. Emmanuel Macron est donné à 52 dans les sondages. Je relativise. Et Marine Le Pen à 48. Il est quand même menacé quand on lit les articles, etc. C'est quand même la moindre des choses, Monsieur Castaner, que votre parti qui a fait 2% au municipal se donne un peu de mal.
et affronte celui qui est, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui son principal adversaire. Donc, je veux dire, entre la peste et le choléra, effectivement, les gens combattent d'abord la peste parce qu'elle est au pouvoir, si tant est qu'on considère que le RN est aujourd'hui le choléra, ce qui n'est pas mon avis. Ce que je constate simplement et qui me fait sourire, c'est que Marine Le Pen a donc adouci son discours, ce qui a un petit peu surpris tout le monde, mais comment et pourquoi ? Moi, je pense qu'elle fait un calcul politique qui est celui de compter si elle se retrouve au deuxième tour avec Emmanuel Macron, ce que semble la perspective que semblent donner les sondages, elle compte sur l'abstention de la gauche, c'est-à-dire que elle adoucit, elle édulcore un certain nombre de choses, parce que elle veut bénéficier. Je pense que la question des abstentions différentielles sera très importante l'année prochaine, et ça lui permettrait probablement, si ça fonctionnait, d'avoir quelques espoirs. Mais alors, cette accusation qui consiste à dire on est les champions de la lutte contre le RN, ça a marché en 2017. Il ne faut pas s'imaginer que vous allez pouvoir relancer la stratégie du castor. Elle ne fonctionnera pas cette fois-ci. Oui, comment vous comprenez ? Je suis assez choquée quand même Sophie de Menton. de voir. D'abord, j'ai l'impression quand même, franchement, les Français s'en foutent un peu là. Parce qu'il y a un moment où les sondages, c'est un jour J. Qu'est-ce qui va se passer au moment de l'élection présidentielle ? Où en sera-t-on sur le Covid, sur l'économie, sur je veux dire, c'est complètement surréaliste. Et quant à dire, alors, moi, je ne supporte plus cette lutte systématique contre le Rassemblement national. D'abord, ça veut dire quand même qu'on veut abattre à tout prix 48% des Français. Ça pose question, parce qu'ils ne sont pas diaboliques, 48% des Français. Donc, je n'aime pas du tout le Rassemblement national. Et d'ailleurs, entre autres, en particulier, parce qu'effectivement, Marine Le Pen s'est adoucie, mais par son incompétence économique absolue. Moi, je veux dire, à la limite, c'est presque ça qui m'ennuie le plus, c'est que le RN au pouvoir, c'est un vide abyssal d'un point de vue de la gestion économique du pays. Mais je trouve que c'est une erreur totale d'aller accuser les gens de ne pas lutter contre le RN. Je trouve que ce débat a été nul. Des deux côtés, malheureusement, j'aime bien le ministre de l'Intérieur, mais je veux dire, il a fait des erreurs totales. Et franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Arrêtons en plus de se désigner un ennemi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et franchement, c'est un peu le cadet de nos soucis. C'est un peu normal d'attaquer le parti en place, non ? Cette réflexion est pour le moins étonnante. Non, mais ce qui est curieux sur la REM, c'est qu'il y a des gens qui ont des choses à dire qui peuvent être brillants et on entend Castaner. Donc déjà, c'est quand même assez surprenant. Mon Dieu, qu'il est méchant. Non, réaliste. C'est quand même assez surprenant. Sur le fond, moi je pense qu'il y a une erreur fondamentale de la part de la REM aujourd'hui, qui est de penser qu'un deuxième tour contre Marine Le Pen leur rassurera d'être élu. Alors que le sujet, il est pour moi inverse aujourd'hui. La seule chance de Marine Le Pen d'être élue, c'est d'être contre Emmanuel Macron au deuxième tour. C'est exact. Si je peux ajouter une chose, la chose qui me gêne un petit peu en tant que citoyen, c'est tout simplement de voir qu'on multiplie depuis quelques jours les petites solutions pour essayer de limiter la liberté d'un parti d'opposition. Parce que moi aussi, je partage ce qui disait tout à l'heure Sophie de Menton. C'est pas du tout ma tasse de thé, le Rassemblement national, et je pense qu'il y a un vide sidéral en ce qui concerne en particulier l'économie, mais aussi d'autres sujets. Non, mais c'est vrai qu'on parle on parle de 48 millions de oui, c'est ça. Et on parle... Non, pas des 48%, pas 48 millions. Oui. On ne veut pas réintégrer une partie de la proportionnelle. On veut éventuellement anticiper le vote par Internet, je ne sais plus comment, etc. Faire jouer un petit peu aux petits alchimistes. Et il ne faut pas oublier aussi que M. Castaner, d'accord, il est devenu le responsable de La République En Marche, mais est-ce que quelqu'un se rappelle de son bilan quand il y avait par exemple les Gilets jaunes, je ne veux pas les défendre, il y a eu beaucoup d'attaques aussi vis-à-vis des policiers de la part des Gilets jaunes,
Mais vous vous rappelez, comment dire, les mots qu'il utilisait vis-à-vis des citoyens français qui étaient les Gilets jaunes, et les mots qu'il a utilisés aussi vis-à-vis des policiers, Castaner, parce que, comment dire, il s'est pas fait des amis dans son, comment dire, entourage le plus proche. Donc, oui, ça représente effectivement 11 millions d'électeurs, le Rassemblement national. Donc, je voulais ajouter une petite chose concernant la dimension très directement politique. Aujourd'hui, on sait que la raison qui fait que François Hollande ne s'est pas présenté, et donc que son héritier choisi par cette mouvance politique, c'était Emmanuel Macron, parce que les sondages le donnaient battu. Au deuxième tour, était tellement impopulaire, le donner battu par Marine Le Pen. Donc, on lui a dit, ça ne peut pas être vous. Aujourd'hui, le problème commence à se poser aussi de cette façon. C'est pour ça que je suis de l'avis de Sophie, on ne sait pas ce qui va se passer en 2022, parce qu'il y a plein de scénarios possibles. Alors, il y en a un, mais c'est la provocation que je vais faire. La semaine prochaine, je rappelle que le 1er mars, il y aura la décision concernant l'affaire des écoutes pour Nicolas Sarkozy, ou une possibilité de relax. Le 15 commencera... Ou de condamnation. Oui, mais tout le monde était persuadé qu'il allait être condamné, sauf qu'après l'audience, la presse s'est dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je rappelle que Tapie devait être condamné, il a été relaxé par la même juridiction dans la fameuse affaire de l'arbitrage. Et il y aura à la mi-mars l'affaire Big Malion, dans laquelle, contre l'avis de Renaud Van Ruymbeck, le juge d'instruction, mais son co-instructeur Serge Tournaire l'a décidé, Nicolas Sarkozy est renvoyé sur un aspect tout à fait secondaire, où là, alors pour avoir une très bonne connaissance de ce dossier, je pense que je ne vois pas comment la relaxe ne pourrait pas être prononcée. Ce qui fait que c'est une possibilité. Vous voyez revenir Sarkozy ? Non, je vois rien du tout, moi. Je sais simplement que c'est une bête politique. Ouais. Je sais simplement que si son horizon judiciaire se dégage, ça va être quelque chose qui va venir. Vous savez, Valérie, pourquoi les LR ont reporté après les régionales et les départementales le choix, ou la procédure de choix de leurs candidats. C'est pas à cause des élections, c'est ce qu'ils ont dit, mais c'est parce qu'ils attendent de voir si l'horizon judiciaire de Nicolas Sarkozy s'éclaire. Et ils savent très bien qu'ils ont ce problème. Vous pensez vraiment ? Ah oui. Je pense non seulement je pense, mais je le sais. Oui, d'accord. C'est un scoop. Bon. C'est un scoop. Non, mais je peux pas. Secret des sources. Absolument. Non, mais il y a toujours là où je vous rejoins. Il y a toujours aujourd'hui sur l'électorat de droite une prééminence, un poids de la part de Nicolas Sarkozy, et beaucoup de gens à droite, chez les LR notamment, rêveraient de ça parce que c'est le dernier à avoir gagné une élection présidentielle. Et donc, quand vous êtes le dernier à avoir gagné, vous êtes toujours un petit peu déifié. Et avoir perdu aussi après. Oui, mais les gens ne gardent que le bon. Allez. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio.